Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Et la parole est donnée à tous les enseignants qui nous écoutent, mais aussi à tous les parents ou grands-parents d'élèves. On a tous un lien plus ou moins avec l'école de la République dans ce pays. Quoi qu'on pense et quoi qu'on gagne aussi. On va parler des revenus des enseignants avec cette augmentation confirmée hier par Emmanuel Macron, notamment sur Sud Radio. Plus 100 à 230 euros net par mois pour les enseignants, sans condition à la rentrée prochaine. Hausse qui pourra aller jusqu'à 500 euros avec de nouvelles tâches qui pourront être accomplies par certains enseignants dans le cadre d'un pacte sur la base évidemment du volontariat. Question, est-ce que ces annonces peuvent sauver l'école? C'est la question qu'on vous pose à tous parce que quoi qu'il arrive, on est tous passés par l'école dans ce pays. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, même si vous êtes encore à l'école. On vous donne la parole justement pour venir nous dire ce qui pourrait sauver l'école. Est-ce que faire en sorte que nos enseignants gagnent mieux leur vie permettrait d'améliorer la situation? C'est toute la question qu'on se pose avec vous tous. On va en parler avec nos trois invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Céline Calvez, bonjour à vous. Bonjour. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Nous sommes également avec Grégoire Ancel. Bonjour à vous. Vous êtes président de la FCPE, première fédération de parents d'élèves, et Philippe Vattrelot. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien enseignant, auteur de ce livre au titre un brin provocateur par les temps qui courent. Je suis pédagogiste. C'est publié chez ESF Sciences Humaines en 2021. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous venez de publier, Philippe Vattrelot, dans Alternative économique, parce que vous l'aviez senti venir, vous les aviez senti venir, ces annonces d'Emmanuel Macron, ces augmentations, notamment pour les enseignants, mais aussi les autres mesures annoncées. On ne réforme pas l'école en 100 jours. En gros, ce que vous dites, c'est que quoi qu'annonce Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent, eh bien, ça ne servira à rien. Alors je dis pas que ça servira à rien, mais le discours, enfin l'allocution de lundi dernier évoquait très brièvement l'école. Il y avait quelques phrases et notamment le remplacement de tous les enseignants absents de manière systématique. Je sais plus la formule exacte, mais je crois que c'était un vœu pieux. Tous ceux qui sont passés par l'école, voilà, même il y a 20 ans, ont connu ce problème. Le moindre chef d'établissement, le moindre professeur vous dira que dans le secondaire, c'est effectivement un vœu pieux. Pour deux raisons. D'abord parce que, effectivement, techniquement, trouver des enseignants qui veuillent bien remplacer, alors je dis même pas matière pour matière, mais bon, voilà. Et puis par ailleurs, parce qu'il y a un problème aussi de pénurie d'enseignants, et donc ce qui existait auparavant, c'est-à-dire les corps de remplaçants, n'existent plus. Et donc, je pense que ça tient du vœu pieux. Alors justement, si on manque de profs et qu'on a du mal à les recruter, est-ce que c'est pas justement parce qu'ils n'étaient pas assez bien payés? Est-ce que, et on va en parler avec vous trois évidemment, parce que vous avez tous votre mot à dire là-dessus, ces augmentations qui sont substantielles quand même annoncées hier, peuvent permettre de recruter davantage de profs? Tiens, Céline Calvez d'abord. Peuvent en motiver plusieurs, mais ça ne suffit pas. Moi, quand je rencontre des professeurs, c'est pas seulement la question de leur rémunération qui est importante, c'est la condition au quotidien de leur travail. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une classe sans trop d'effectifs pour pouvoir participer à avoir l'attention nécessaire à chaque élève? Est-ce qu'ils sont capables d'être dans un établissement où on a une dynamique collective qui peut s'exprimer? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une formation continue et pas contrainte tout au long de leur vie? C'est quand même fou que ce soit les professeurs, les enseignants qui soient finalement le moins accompagnés en termes de formation continue. Donc il faut pouvoir penser non seulement à cette formation, il faut penser à l'entrée dans le métier, et je pense que pour penser l'entrée dans le métier, il faut penser aussi à la sortie du métier. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire enseignant toute sa vie. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que chaque Français, à un moment, puisse être enseignant une fois dans sa vie. Ça permet de mieux comprendre quelle est l'importance, et je pense qu'on peut l'être un petit peu davantage. Ça permet de respecter aussi ce que font les enseignants. Comprendre, ils l'ont vécu pendant le confinement. Ça, voilà, exactement. Et justement, et ils se sont rendus compte que c'était difficile, et ils ont remercié les professeurs de leurs enfants pour tout ce qui était fait au quotidien pour eux. Justement, faire les devoirs, notamment, ça c'est quelque chose que tous les parents ont connu un jour. On va en parler aussi avec notre troisième invité, Grégoire Ancel, président de la FCPE. D'abord, ce matin, Patrick Roger, dans le Grand Matin Sud Radio, était avec l'un des 4 enseignants qui ont longuement échangé hier à Granges avec Emmanuel Macron. Alors, il n'était pas satisfait des annonces, mais il reconnaissait une chose. Il disait, moi j'ai commencé ma carrière à 1300 €. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Et c'est quand même déjà ça. Est-ce que vous accueillez, vous, le parent d'élève que vous êtes, favorablement au moins ces annonces d'augmentation, ou pour vous, elles sont complètement hors sujet? Alors,
très clairement, des enseignants qui sont revalorisés, c'est une façon de reconnaître leur importance et de redonner de l'attractivité au métier, très clairement. Mais comme ça a été dit à l'instant, ce n'est pas la seule condition, bien au contraire, pour être bien dans sa classe et pouvoir faire cours. Je rejoins une partie des propos de madame la députée sur la notion des effectifs, et on y reviendra, sur les conditions d'encadrement, de dynamique, de lien avec les autres collègues. C'est tout un écosystème qu'il faut repenser. Et aujourd'hui, très clairement, vous posiez la question de savoir si on allait sauver l'école avec ces mesures. Très clairement, non, mais c'est un premier élément de réponse, mais on a beaucoup plus à demander. Et justement, tiens, sauver l'école. À partir du moment où on dit qu'il faut sauver l'école, c'est qu'on part du principe qu'elle va très mal. Pourquoi va-t-elle mal ? On va refaire le point tout de suite avec vous. D'abord, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, tiens, au 0826 300 300, venez prendre la parole. Est-ce que vous êtes dans le cas de ces parents dont certains enfants n'ont pas de prof depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, n'ont pas de cours d'anglais depuis 1 mois ? Ça arrive très souvent. Même moi, je l'avais vécu il y a presque 20 ans. C'est pour vous dire, ça avait duré 3 mois. C'est quelque chose de récurrent et structurel dans l'éducation nationale. Donc si vous êtes prof ou parent d'élèves, venez nous dire, tiens, ce par quoi vous passez en ce moment. Philippe Vatrelot, avant ça, on dit sauver l'école. C'est drôle parce qu'on a posé une question cache. Sud Radio, on le pose à chaque fois. Est-ce que ces annonces peuvent sauver l'école ? Personne n'a tiqué sur la formulation. Ça sous-entend que tous les trois, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a besoin de la sauver. Donc que l'école est en danger aujourd'hui. Elle est en danger de quoi, Philippe Vatrelot ? Moi, je crois que l'expression est un petit peu excessive. Sauver l'école, ça signifierait qu'elle soit en déliquescence complète. Moi, j'adhère pas du tout à ce discours très décliniste, très catastrophiste. Tout va bien pour vous alors ? Si on pouvait éviter de raisonner de manière binaire, ça serait formidable. Allez-y. Parce que justement, l'enjeu, c'est pas de la sauver, c'est de la. Alors, moi, j'ai une formule. Je dis souvent, avant de penser l'école de demain, il faut déjà penser PANSER, l'école d'aujourd'hui, et donc la réparer, et en particulier réparer ce qui l'a fait travailler, c'est-à-dire le corps enseignant. Donc, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui, justement ? Réparer les enseignants, ça veut dire que leur mission est abîmée aujourd'hui. Vous êtes vous-même. C'est pas leur mission qui est abîmée. C'est la condition. Peut-être qu'effectivement, il faut travailler dans la formation. J'ai été aussi, en temps partagé, formateur pendant 16 ans, et qu'il faut redéfinir un petit peu cette formation des enseignants. Mais rappelons quand même une chose, si on voulait retrouver le niveau de rémunération, de pouvoir d'achat de 1981, et je dis ça pas par hasard parce que c'est l'année où j'ai commencé à enseigner, il faudrait une revalorisation de 40%. Ça veut dire que socialement, donc concrètement, là, les enseignants ont été complètement déclassés au fur et à mesure socialement. Le déclassement est tout à fait. En 40 ans. Comment on explique qu'en 40 ans, les profs aient gagné de moins en moins, que ce soit devenu parmi les métiers où on gagne le moins bien sa vie ? Comment on en est arrivé là, Céline Calvez ? Moi, je pense que non seulement quand on parle justement du niveau de salaire, on compare par rapport au SMIC qui lui a augmenté. Donc on peut se réjouir aussi que le SMIC ait augmenté. Je pense aussi qu'on était dans un défi de massification de l'école. C'est-à-dire qu'on avait besoin de recruter beaucoup. Et donc on est arrivé à ça. Et malheureusement, et je reviens encore, ce n'est pas seulement la question de la rémunération, c'est aussi la question du respect. Du respect, par exemple, des parents par rapport à la parole du professeur. C'est différent. Alors effectivement, pendant le confinement, il y a eu un hyper-respect de la part des parents par rapport aux professeurs, mais parfois, on n'a pas cette reconnaissance. Et d'ailleurs, parfois, elle est basée sur le salaire. C'est-à-dire que vous avez des parents qui considèrent que comme les professeurs ne sont pas bien payés, ils ne seraient pas respectables. Alors, ce n'est pas forcément mettre les bonnes choses dans la tête de leurs enfants. Est-ce qu'on en est justement, et vous avez raison de le dire, on va en reparler dans un instant, c'est pour ça que je vous interromps, et on va donner la parole aux parents d'élèves qui est avec nous. Est-ce que c'est normal qu'on soit aussi dans un monde où on se dit finalement, tiens, si la personne est mal payée, mon fils, t'es pas obligé de la respecter. Tiens, on pourrait en parler justement, l'autorité et le respect de la fonction de professeur. 0826 300 300, la parole aux profs et à tous les parents d'élèves. Est-ce qu'on peut sauver l'école ? Est-ce qu'il y a besoin de la sauver ? Sous-entendez Philippe Vatrelot. On en parle dans un instant avec nos 3 invités. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Comment améliorer le sort de l'école ? Faut-il la sauver d'ailleurs, tout simplement ? Plus 100 à 230 € net par mois pour tous les profs. Annonce d'augmentation pour les enseignants, confirmée hier, notamment sur Sud Radio, par Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut permettre d'améliorer le sort de l'école de la République ? On en débat avec nos 3 invités, la députée Renaissance Céline Calvez, Grégoire Ancel qui est le président de la FCPE, les parents d'élèves, et Philippe Vatrelot, ancien enseignant
enseignant et auteur de ce livre. Je suis un pédagogiste. On parlait aussi de ce problème récurrent, structurel et presque immémorial du non-remplacement des profs qui sont absents, y compris pour des cas de congé maternité, alors que pour le coup, par définition, ça s'anticipe. Vous êtes le président des parents d'élèves de France, en tout cas pour la FCPE, mais c'est aussi le cas c'est aussi le cas de vos enfants. Tout à fait. Pas de prof d'italien pour un congé maternité remplacé, ça fait 2 mois. Et ça fait 2 mois que vos enfants ne font pas d'italien alors qu'ils avaient choisi cette option. Tout à fait. Alors, il y a un chiffre clé qu'il faut retenir et qui va saisir vos auditeurs. De la bouche même du ministre, il y a 15 millions d'heures chaque année qui ne sont pas effectuées, faute de profs pour permettre de faire les cours. Donc, il n'y a pas de prof remplaçant pour assumer ces 15 millions d'heures. En Seine-Saint-Denis, ça représente une année scolaire sur l'ensemble de la scolarité. Oui, non mais... Écoutez bien, mais c'est saisissant. Une année scolaire par élève. Par élève sur la totalité de sa scolarité, en équivalent. C'est des chiffres qui sont absolument saisissants. Ça voudrait dire que si je grandis en Seine-Saint-Denis, il faudrait que je passe mon bac à 19 ans pour avoir eu suffisamment d'heures de cours. Par exemple. Et ça veut dire que les annonces d'hier ne nous rassurent pas du tout. Elles sont louables sur le principe de dire on va avoir école, on va faire école, on maintient l'école, mais il y a un petit tour de passe-passe qu'on voudrait clarifier aujourd'hui. Imaginons, cas d'espèce, le prof d'histoire géo n'est pas là le mercredi. Donc il y a un prof qui dit moi je suis disponible sur cet emploi du temps-là. Ouais. Encore faut-il qu'il y ait de la dispo dans le collège pour qu'un prof soit disponible mercredi de 10h à 11h. Ils disent je prends le créneau libéré par mon collègue prof d'histoire géo. Mais c'est pas forcément un prof d'histoire géo. Ça peut être un prof de maths, de français, d'italien, autre. Ça veut dire que s'il n'y a pas le prof d'histoire géo pendant 2 mois, parce qu'il n'y a pas de remplacement dans l'académie ou dans le bassin de vie. C'est le prof de maths qui va faire de l'histoire géo. Oui, et donc ça ne répond pas à la question de l'enseignement d'histoire géo pour le brevet, par exemple. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Céline Calvez? Non, l'idée c'est pas de faire des maths par des profs d'histoire géo, mais c'est de pas ce que j'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit, justement. C'est pour ça c'est ce qu'on aurait pu comprendre à ce que vous disiez. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous précisiez. On a des professeurs qui sont formés sur leur matière et on ne va pas leur demander de faire d'autres matières. Mais on ne pourra pas forcément remplacer tout, mais ça va aider à ce que l'on puisse remplacer. Et pour ça, il faut anticiper. Vous donniez l'exemple. Juste un instant, parce que vous venez de dire à l'instant, on ne pourra pas forcément remplacer tout ou tout le monde. Le président de la République a parlé d'un remplacement systématique. Une promesse. C'est une promesse. C'est remplacer tout et tout le monde. On peut dire que systématique, ça peut dire autre chose aussi. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un remplacement systématique? Non, mais moi, je souhaite que justement ces millions d'heures qui soient perdus, on puisse les donner à tous les enfants. Mais en gros, est-ce que le président de la République s'est emballé hier en disant qu'on remplacerait systématiquement tous les profs qui ne seront pas là demain à la rentrée? Il a montré que par cette voie de mission complémentaire, on pouvait trouver des manières de compléter ce qui aujourd'hui ne va pas bien. C'est pas ce qu'il a dit, pardonnez-moi. Il a dit un remplacement systématique. Mais oui, c'est pas une voie complémentaire, pardonnez-moi. Non, mais je parle des missions complémentaires qui vont pouvoir participer à ce que les enfants et des remplaçants. Et les remplaçants, c'est pas forcément ce qui peut être fait du jour au lendemain. Sur l'exemple du congé maternité. Je vais prendre un exemple précis, justement, sur le congé maternité. Imaginons que mes gosses, à la rentrée prochaine, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait des remplacements systématiques, et leur prof d'histoire géo qui tombe enceinte et qui partent en congé maternité, est-ce qu'elle sera remplacée? Eh bien, en fait, si elle part en congé maternité selon le délai prévu, oui, mais vous imaginez bien que vous aviez des congés pathologiques qui fait que quand vous êtes une femme enceinte, parfois, vous êtes arrêté avant. Évidemment, et ça, par contre, ce ne sera pas forcément... Mais il faut le prendre en compte. En fait, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est aussi l'anticipation qu'a l'administration pour pouvoir le faire. Personne ne dit que c'est facile, c'est La question, c'est est-ce que ce sera systématique? C'est pas seulement aussi sur le match qu'il pourrait y avoir, enfin le côté correspondance qu'il pourrait y avoir entre la disponibilité de professeurs et le temps qu'il est à dévolu devant les élèves. Il faut aussi que l'administration soit capable d'anticiper. Quand je vous parlais des formations, par exemple, les formations, parfois, elles sont données au très peu de temps et on doit y renoncer. Eh ben, il va falloir qu'on soit beaucoup plus dans l'anticipation si on veut qu'elle soit suivie. Donc c'est le rôle de l'administration. Parlons de la souplesse aussi, parce que ça c'est la vie malgré tout de toutes les entreprises. Regardez, vous êtes dans une émission sur Sud Radio qui s'appelle Parlons vrai chez Bourdin. Jean-Jacques Bourdin n'est pas là, on l'embrasse, on le reverra avec plaisir lundi prochain. Pour le coup, il est remplacé. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour savoir ce qu'on va faire entre 10h30 et midi et demi sur Sud Radio. Mais je suis d'accord. Pourquoi c'est pas possible dans l'éducation nationale? Mais justement, là on va donner un élément d'agilité. Avant, il n'était pas possible de faire ce type de transfert. Là, on donne un élément d'agilité et qui en plus peut concourir à la rémunération des professeurs volontaires. Vatrelot, 3 choses très rapides.
faut rappeler quand Bien même... dans le micro, Philippe Oui, Vatrelot. 3 choses très rapides. La première, c'est que les enseignants sont parmi les professions où les absences sont les moins importantes. Déjà, première chose. Personne n'a dit d'ailleurs qu'il y avait un absentéisme peut-être qu'il faut, parce qu'on parle de l'absentéisme des enseignants. Non, on parle du remplacement de ceux qui sont pas là. Il y a eu une sorte de thématique un peu de prof bashing là-dessus. Bon, deuxième point, le décret sur les RCD, les remplacements de courte durée, il date de 2014. On n'invente rien. Là, on réinvente un truc. Ça, c'est très fréquent dans l'histoire de l'éducation nationale. On ressort un truc qui existe déjà. Qu'est-ce qui existe sur les remplacements de courte durée? Ce qui existe déjà, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, excusez-moi, mais ça ne marche pas. Doucement rigoler. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que effectivement, le problème n'est pas seulement un problème alors, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, mais c'est pas un fantasme technocratique de libérer les énergies face à une méchante administration, etc. C'est un problème d'emploi. Tout bêtement. Donc on n'a pas recruté suffisamment de profs. On n'a pas le vivier, d'enseignants, les TZR, les titulaires sur zone de remplacement. On en est à 2 acronymes. Tiens, vous savez quoi? Je vais vous donner un gage, parce qu'on parle de l'éducation nationale. TZR, allez-y. Titulaires sur zone de remplacement. Que c'est joliment dit. îles dans le premier degré, zone d'intervention locale, etc. Bref, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles n'existent plus. Parce qu'on est à l'os. Question toute bête, est-ce que l'augmentation substantielle annoncée hier peut permettre de recruter davantage de profs? Tiens, question aux parents d'élèves, Grégoire Ancel. Là, comme ça, j'imagine que c'est toujours mieux que rien, même si j'ai bien entendu que ce n'était pas suffisant au regard du déclassement de salaire sur plusieurs années. On voit bien que les courbes sont vertigineuses, donc ça va améliorer. Je peux préciser les chiffres d'ailleurs, et comme ça je vais vous redonner la parole juste après, parce que Philippe Vatrelot est venu avec un graphique très évocateur. En 80, un prof de collège débutait avec près de 2,2 fois le SMIC. 2023, c'est cette année, un prof de collège débute avec 1,1 fois le SMIC. Effectivement, vous êtes venu avec vos graphiques sur le rétroprojecteur, mais vous avez eu raison, ça suffit pas donc. Nous, ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est que ça suffit pas, parce qu'en plus, à la rentrée prochaine, il y a 1500 profs de moins qui vont être dans les écoles, collèges, si je peux me permettre, pour l'année 2022, c'est 4550 postes qui ont été supprimés. Donc on assiste depuis plusieurs années à une saignée absolument incroyable sur l'ensemble des moyens. Et donc on a tapé, excusez-moi l'expression, on a puisé plutôt que tapé dans les viviers de profs remplaçants, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont exsangues et qu'on n'a plus de solution. Donc certes, on a en tout cas de moins en moins de solutions, et il y a des bassins de vie où il n'y a plus de solution. Oui, en fait, il y a sans doute des suppressions de postes. Il faut considérer aussi que l'on a moins d'élèves, il y a une décroissance démographique, et puis il y a aussi quand même ce manque d'attractivité qui fait que de toute façon vous avez des postes où personne ne se présente. Donc il y a un moment, il faut... Et je tiens à souligner que le taux d'encadrement s'est amélioré. En fait, cette décroissance du nombre, on aurait pu faire complètement proportionnellement, on aurait dû encore supprimer plus de postes. Oui, Grégoire Ancel qui lève le doigt, je vous félicite pour la discipline de cette classe. C'est là où on n'est pas du tout d'accord. Parce que justement, cette baisse démographique était une opportunité à saisir pour mieux faire l'école. Et là, vous nous proposez de faire moins d'écoles. Et c'est pas possible. On a besoin aujourd'hui, au regard des crises que vivent nos enfants, crise climatique, crise sociale, crise économique, crise politique, crise post-Covid, où on voit les impacts sur la santé mentale, on a absolument besoin de rembourser cette dette de bienveillance en faisant mieux école et en faisant... avec davantage de profs. Voilà, plus de profs, donc plus moins de profs d'effectifs. On a plus de profs par élève. Non, mais par rapport à la moyenne... Le taux d'encadrement s'est amélioré. On ne peut pas dire que l'on a supprimé le nombre de postes en proportion. Par rapport à la moyenne européenne, on est dans les choux. Le taux d'encadrement français par rapport à la moyenne européenne, c'est le plus élevé. Les enseignants français sont ceux qui ont le plus d'élèves devant eux et qui travaillent le plus longtemps. Alors, alors je suis désolé, je cite beaucoup de chiffres, on se refait pas, j'étais prof de sciences économiques et sociales, mais la question de la démographie, c'est comme si on avait fait le gros dos pendant 20 ans. Alors, j'ai le chiffre. Pour finalement se dire, on va bien se garder d'embaucher des fonctionnaires à vie, et on va laisser passer leur âge. Vous savez quoi, mais le temps de travail, justement, en fait, est-ce que vous disiez le travail le plus longtemps par semaine dans leur vie, c'est important, parce que je pense qu'au niveau européen, on peut aussi faire des comparaisons. Ça ne marche pas. Vous savez quoi, on va en reparler dans un instant. D'ailleurs, Céline Calvez a du mérite, parce que vous êtes venu effectivement défendre un gouvernement qui n'est pas très populaire en ce moment, même quand il fait des choses bien, et depuis 2017, ça marche. Quoi qu'il en soit, restez
Restez avec nous tous les trois. On va parler aussi d'autorité dans un instant avec le témoignage d'un CPE contractuel qui nous appelle au 0826 300 300 depuis les Bouches-du-Rhône. Comment on peut améliorer le sort de l'école républicaine ? Tiens, vous êtes prof, vous êtes élève, vous êtes CPE ou principal de collège, pourquoi pas ? Vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Au 0826 300 300, que vous soyez prof, professeur, enseignant, parent ou grands-parents d'élèves. Tiens, même si vous êtes un élève, vous avez peut-être 17 ans, 18 ans, vous préparez le bac, vous n'avez pas de prof, vous n'avez pas de cours. Qu'est-ce que vous pensez de l'école ? Venez nous le dire, tiens. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. On est avec nos trois invités. Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Grégoire Ancel, président de la FCPE, ce sont les parents d'élèves, Philippe Vatrelot, ancien enseignant, auteur de ce livre « Je suis un pédagogiste ». Et on est avec Benjamin au 0826 300 300 au fil à Marseille ou juste à côté, je crois, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue monsieur, si j'ose dire, parce que la dernière fois que j'ai parlé à un CPE, je disais monsieur quand j'étais au lycée. Vous êtes conseiller principal d'éducation, pour redonner le terme de ce qui était dans le temps jadis le surveillant général, conseiller principal d'éducation contractuel. Vous préparez un master pour devenir CPE titulaire. Concrètement, ça change quoi entre les deux aujourd'hui ? Vous êtes dans quel type de collège ou de lycée ? Alors, actuellement, je suis sans poste, étant donné que j'ai fait le choix de préparer la fin du concours et la fin du master de bonne manière pour pouvoir en finir avec cette partie-là. Alors, la grande différence entre le statut contractuel et le statut titulaire, c'est qu'un titulaire est fonctionnaire. Ouais. Alors que le contractuel va être recruté en tant que variable d'ajustement. Initialement, c'était le cas. En CDD, quoi. Voilà, en CDD et en CDI au bout de plusieurs années, si éventuellement on y arrive. C'est ça. Donc concrètement, votre vie, alors avant d'arrêter pour passer votre master, et ça me paraît bien logique, votre vie de CPE contractuel, c'était quoi ? Alors ma vie de CPE contractuel, c'était la vie d'un CPE, c'est-à-dire que c'est énormément de rencontres avec les familles, c'est énormément d'accompagnement, notamment sur les zones REP et REP+. C'est une place pivot dans la communauté éducative. Et pendant combien de temps au même endroit alors ? Puisque vous étiez là en tant que contractuel, vous faisiez des remplacements, je présume. Tout à fait. Alors j'ai commencé en tant que CPE contractuel en 2020. Ouais. J'ai fait 9 mois dans un même collège en REP, avant de faire des remplacements un petit peu plus courts sur les années qui suivaient, mais aussi parce que pour le coup c'était un choix de ma part. Mais voilà, c'était des remplacements. Le plus court a été d'1 semaine et c'est extrêmement rare puisque les rectorats ne remplacent généralement pas en dessous de 2 semaines. Oui, pas en dessous de 2 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de CPE parce qu'il s'est cassé la jambe pendant 2 semaines, mais il n'est pas remplacé numériquement. Concrètement, Benjamin, et je vais redonner la parole à nos invités, vous allez échanger avec eux d'ailleurs. Vous, ce que vous demandez, c'est qu'avant qu'on demande aux familles de respecter les profs, là on parle d'autorité, mais il faut que l'institution redonne le pouvoir aux profs. Nous dites-vous, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, en tant que personnel d'éducation et d'enseignement, on est censé représenter l'institution devant les élèves, on est censé avoir une place donnée par l'institution. Or, aujourd'hui, le discours de l'institution sur son personnel est un discours qui est très dévalorisant. On le voit notamment, ne serait-ce que par la rémunération, mais aussi par le manque d'écoute qui se fait envers les syndicats aujourd'hui. On est méprisé quand on est prof par son administration, vous nous dites ? Infantilisé. Je le pense, oui. Infantilisé, nous dit Philippe Vatrelot, qui est avec nous, ancien prof. Infantilisé. On infantilise les profs dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Rapprochez-vous du micro. Je pense que le problème, c'est que parce qu'on s'occupe d'enfants, on s'autorise à traiter les profs aussi comme des enfants. Donnez-moi un exemple dans votre carrière ou de ce que vous avez pu constater. Le principal, c'est la question de l'évaluation des enseignants. Ouais. Les inspections, etc., sont souvent vécues de manière extrêmement infantilisante. Vous avez un carnet de notes ? Là, par les enseignants. Les enseignants vivent ça souvent très très mal. Donc il ne faudrait pas évaluer les profs en tout cas, ou faire d'une autre manière. On peut les évaluer autrement, on peut les évaluer de manière collective, on peut avoir des entretiens et des paroles un peu plus bienveillantes qu'elles ne le sont souvent.
Ouais. Grégoire Ancel, votre auditeur qui témoigne clairement Benjamin. aussi de la perte de confiance et de morale qu'ont l'ensemble des enseignants. la perte de morale au sens je n'ai pas le moral, pas, la morale. Voilà, et nous, ouais, tout à fait. Et nous, on le constate vraiment sur le terrain. On a des personnels qui sont sous tension. On a des personnels qui ont perdu, pour certains le disent, le sens de leur métier parce qu'il y a des sureffectifs dans les classes que l'on constate bien au quotidien. On fait de l'abattage. Des profs non remplacés, une pression qui s'exerce au quotidien. Et nous, on constate que ça crée un climat scolaire qui n'est pas propice. Et on constate surtout qu'il y a de moins en moins d'adultes dans les établissements scolaires. On n'a pas envie de te dire que le proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous, on constate qu'il y a moins d'infirmières, qu'il y a moins de médecins, qu'il y a moins de CPE, qu'il y a moins d'enseignants. Ouais. Et donc, tout ça, c'est pas bon. Alors, et on supprime encore 1500 postes à la rentrée après ceux qu'a déjà évoqué Philippe Waterloo. Vous confirmez, Benjamin, vous vous sentiez un peu seul ? Alors, oui. Alors après, en tant que CPE, on a la chance d'avoir une équipe d'assistants d'éducation que officiellement on ne manage pas, mais dans la réalité c'est le cas sans le salaire d'ailleurs. Mais oui, il est sûr que les professeurs sont exténués. En fonction des établissements scolaires, ils vont pas forcément rester dans l'établissement parce qu'il y a du mal-être aussi. Donc c'est difficile de créer du lien avec certains collègues et aussi de s'encourager les uns les autres et de s'entraider. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir témoigné. Tiens, futur, on vous le souhaite, en tout cas, CPE titulaire quand vous aurez votre master. Un conseil peut-être à Benjamin pour la fin de son master de Philippe Waterloo ? Je crois que ce qu'il dit est très important, c'est la force du collectif. Une des choses que je regrette le plus, c'est que le métier d'enseignant est souvent vécu de manière très solitaire. Et même par certains très individualistes. Et en fait, le collectif, moi j'ai été pendant de nombreuses années président d'un mouvement pédagogique, le collectif pour parler ensemble, pour élaborer ensemble, c'est vraiment super important. Vous parliez du métier solitaire, on va en reparler dans une demi-heure d'ailleurs. Le professeur dont les derniers jours ont été les plus solitaires qui soient, c'est Samuel Paty. On en reparle juste après le journal de midi. Quoi qu'il en soit, merci à vous, Benjamin, d'avoir témoigné au 0826 300 300. Céline Calvez, on parlait de la charge de travail. Et justement, dans les annonces d'Emmanuel Macron hier, il y avait d'une part l'annonce de l'augmentation pour tout le monde, net, de 100 à plus 230 euros net par mois, mais il y a aussi des augmentations supplémentaires en cas de tâches complémentaires qui seraient accomplies par les enseignants. En d'autres termes, travailler plus pour gagner plus. Qu'est-ce que les profs pourront faire plus de plus l'an prochain pour gagner davantage ? Les missions complémentaires, ça va être aussi l'occasion peut-être de reconnaître davantage des missions qui sont déjà accomplies et qui ne sont pas valorisées. C'est pas forcément que du plus les missions complémentaires. Dans les missions complémentaires, on a parlé des remplacements. Ça, on en a déjà parlé. Mais parmi, il y a un accompagnement personnalisé. Il y a aussi, et ça rebondit sur le travail du collectif, il y a aussi la participation à des projets d'innovation pédagogique. Et bien là, non seulement ça permet de créer plus de liens avec ses collègues, d'être innovant, et aujourd'hui, les enseignants le font, mais c'est pas forcément reconnu en tant que tel. Donc là, dans les missions complémentaires, ça va être une des 3 options, remplacement, accompagnement plus individuel et aussi dynamique collective. Quand vous mettez un projet, et en ce moment, on donne l'occasion aux enseignants de le faire, dans le cadre du Conseil national de la refondation et du Fonds d'innovation pédagogique. Je n'ai pas utilisé de sigle. Bravo. Le Fonds d'innovation pédagogique, c'est 500 millions d'euros mis à disposition sur 2 ans pour les établissements ou les enseignants qui veulent porter un projet. À ce jour, il y a concrètement, ça peut être la mise en place, je sais pas, d'un voyage forum pédagogique, un forum. Regardez en fait, je prends souvent l'exemple des classes de découverte, puisque étant enfant d'instit qui adorait faire des classes de découverte, je pense qu'elle ne comptait pas du tout ses heures sur l'organisation d'un projet qui lui demandait de rechercher des financements, d'agréger des parents d'élèves, de motiver tout le monde. Eh bien aujourd'hui, ça c'est essentiel parce que ça fait du bien aux élèves. Eh bien, nous pourrons reconnaître demain ce type de mission. Donc, ils seront payés en plus pour ce qu'ils faisaient déjà. Alors, pas que. Il y a des missions en plus, dans le remplacement notamment. Mais ce que je veux inciter, c'est qu'il n'y a pas seulement la question des missions complémentaires. Il faut aussi que les établissements, que les enseignants se saisissent de ce fonds d'innovation pédagogique. À ce jour, il n'y a que 9 millions d'attribués. Ça veut dire qu'il en reste un certain nombre pour arriver à 500 millions. Donc, il y a encore de l'argent à dépenser. Vous allez avoir la parole dans un instant. Mais d'abord, Philippe Waterloo. Le diable est dans les détails. Toujours. Cette partie dite pacte. Donc c'est le pacte pour les tâches complémentaires proposées par les enseignants. Elle est constituée en briques. Il y a plusieurs briques. Mais la première brique obligatoire, c'est d'adhérer au remplacement de courte durée. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on peut avoir accès ensuite aux autres. Et en quoi c'est un problème ?
Eh ben parce que, alors déjà, on peut concrètement, tiens, juste pour ceux qui nous écoutent, que c'est une sorte de chantage. Concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, je connais des collègues, et je suis assez présent sur les réseaux sociaux, qui disent. Moi, si c'est pour remplacer d'abord, moi j'abandonne mes fonctions de coordinateur informatique, de référent. Précisons un peu les termes. etc. Philippe Vattrelot, quand vous dites adhérer au remplacement de courte durée, dans la vie d'un prof qui signe ça va changer quoi ? Avec le diable. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais c'est ce que vous sous-entendez quand même. Qu'est-ce qu'il va faire le prof qui adhère, comme vous le dites, au remplacement ? D'abord, il devra réaliser un certain nombre d'heures de remplacement de courte durée dans l'année. Parce qu'une des choses que j'ai pas signalé tout à l'heure. En quoi c'est un problème ? On n'a pas forcément la possibilité de le faire. J'ai essayé de le dire tout à l'heure en termes d'organisation du temps. Et puis, par ailleurs, on a déjà des enseignants qui sont, monsieur l'a dit tout à l'heure, épuisés, qui font déjà 43 heures par semaine, c'est la moyenne, hein, encore une statistique, je suis désolé, mais ça fait beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, on peut quand même se poser la question de ce pacte un peu on leur demande de trop travailler, vous dites. Juste un mot encore, très rapide. Tout ça, ce sont des primes. Des primes ça compte pas pour la retraite. On est d'accord. Je veux pas revenir sur un sujet une séquence qui est, paraît-il, derrière nous. Hein, mais quand même, donc ça aussi, les enseignants le vivent très mal. Le compte n'y est pas. Grégoire Ancel, vous levez du doigt pour la FCPE. Alors, moi, ce qui nous interroge, c'est que avant d'acheter une imprimante 3D pour innover, il faut avoir un enseignant pour la faire fonctionner et avoir construit un projet. Et aujourd'hui, je tourne en boucle là-dessus, mais il manque des enseignants devant les élèves. Et donc, on veut des profs titulaires, formés, accompagnés et en capacité, pour le coup, après, d'innover. Parce que, comme le disait monsieur, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins de profs sur lesquels on fait peser de plus en plus de charges. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse revenir dans le système des adultes, des personnes en capacité d'accompagner et d'enseigner auprès des élèves et ne pas les recruter en 10 minutes comme on le fait au McDo. Alors ça, c'est arrivé aussi, mais est-ce qu'on a moins d'enseignants en France que dans d'autres pays ? La réponse n'est pas forcément évidente. Alors, en tout cas, ce qu'on constate, et ce ne sont que des moyennes, c'est qu'on a aujourd'hui une moyenne d'élèves par classe. Alors, c'est vraiment une moyenne très froide, bien supérieure à ce qu'on constate dans l'Union européenne. Par exemple, au collège, et c'est un chiffre vraiment froid, on constate 26 élèves en moyenne en France, contre environ 21 dans l'Union européenne. Donc, on voit bien que on a non pas à diminuer le nombre de profs, mais à recréer des classes et à alléger les effectifs. Et là, on pourra faire du transversal, regarder comment fait fonctionner l'imprimante 3D. Et aménager le temps de travail. Le temps de travail de l'élève et le temps de travail des professeurs également doit être interrogé. Parce que si on regarde par rapport à la moyenne européenne, je pense que sur une année complète, on travaille moins devant élèves. Après, ça n'enlève pas la question de ce qui se fait à côté et qui pourront être justement reconnus par des missions complémentaires. Est-ce que les profs peuvent travailler davantage ? Ce sera un peu la dernière question, celle qu'on va poser pour le terme de ce débat. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes prof ou alors vous êtes élève ? Est-ce que vous avez trop de travail ? Tiens, si vous êtes prof ou pas, venez nous le dire au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Et avec vous, au 0826 300 300, vous êtes peut-être élève, prof, parent d'élèves, vous avez la parole sur Sud Radio, puisqu'on parle de l'école aujourd'hui et de l'éducation nationale en général. Pardonnez-moi. On va parler de tout ça avec nos trois invités. Céline Calvez, Grégoire Ancel et Philippe Vattrelot. Avant ça, Céline Calvez, parlons du temps de travail des enseignants. Vous le rappeliez juste avant la pause, vous disiez les enseignants dans l'année en France travaillent un peu moins que d'autres enseignants dans les autres pays. Quelle est la différence ? La différence chiffrée, je ne peux pas forcément la donner comme ça, mais on parle souvent des semaines de vacances. Et Papendiaï ce matin l'a rappelé, ça veut dire que les vacances des élèves, il existe beaucoup de moments où les élèves se retrouvent sans présence, comme ça, qui peut les aider dans les apprentissages. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place les vacances apprenantes. Mais on a une quinzaine de semaines. Alors je sais bien que les enseignants, quand ils sont en vacances, ne sont pas totalement en vacances. On pourrait le dire d'ailleurs, des élèves, quand ils ont beaucoup de devoirs pendant les vacances, se considèrent aussi brimés par le nombre de devoirs. En mais particulier il faut regarder d'ailleurs les fils de profs dont vous êtes et dont j'ai été aussi, parce qu'en général nous on peut pas couper au cahier de travail pendant les vacances. Mais moi j'adorais mes cahiers de vacances, donc voilà, j'étais fan de mes cahiers de vacances. Donc voilà, au centre traumatisme. Pas du tout. Justement, j'étais plutôt assez contente de l'avoir. Bref, ça veut dire que j'aimais déjà beaucoup l'école. Il y a le temps dans l'année, il y a le temps, ça a des conséquences aussi sur le temps hebdomadaire. Le temps hebdomadaire, il est important. C'est-à-dire que le temps d'élève et le temps de prof par
semaine est très important. Est-ce que, et quand on regarde en Angleterre ou en Allemagne des temps dévoués aux apprentissages, mais aussi à la pratique du sport ou d'autres activités, c'est organisé différemment. Il y a plus un rythme où on condense sur certaines semaines beaucoup d'activités, profs comme élèves, et le reste du temps, il y aurait quasiment rien. Peut-être qu'il faudrait repenser à ce rythme. Ça se décide pas tout seul, il y a plein de conséquences. On a souvent eu des critiques d'ailleurs sur le fait de l'intervention du tourisme sur le rythme des vacances. Ça a des conséquences aussi hautes, mais quelle est la priorité ? La priorité, c'est l'éducation. Des vacances aussi, notamment pour les grandes vacances, il tient à ce qui se passait il y a un siècle dans le pays, parce qu'il fallait des enfants notamment pour aider aux vendanges. Ça, c'est une tradition. Et à la moisson, quoi qu'il en soit, on a une autre époque. Juste avant de donner la parole à Katia, qui nous appelle et qui est prof de français dans un collège. Philippe Vatrelot, vous avez été prof. Que fait le prof pendant les 2 semaines de vacances ? Il y a exemple à la Toussaint. Il y a beaucoup de clichés. On a toujours l'impression que les profs sont en vacances complètes et qu'ils coupent. Quand vous étiez en vacances de la Toussaint, vous faisiez quoi ? Il corrige des copies. Et je peux vous dire, en tant que nouveau retraité, puisque je suis retraité depuis le 1er septembre 2022, que c'est la chose qui me manque le moins. Ouais, la correction des copies. Voilà, il corrige des copies et il embête ses amis avec qui il est en vacances, parce que pendant que les autres boivent des coups et font des tas de choses très sympas, lui, il est en train de corriger des copies. Et puis, il va aussi préparer ses cours, etc. Moi, j'enseignais une matière où je ne pouvais pas refaire le même cours d'une année sur l'autre. Donc, il faut arrêter avec ça. Et pour les enseignants du premier degré, c'est pareil. Alors, certes, il y a moins de copies, puisque souvent les corrections se font rapidement, mais rappelons leur temps de travail. C'est quand même, parmi tous les pays de l'OCDE, en moyenne annuelle, la France est le pays où les enseignants travaillent le plus. Alors après, qu'on distingue les vacances des élèves et les congés des enseignants, je veux bien l'entendre. Mais il faudrait peut-être aussi rappeler un élément, c'est que bien souvent, en fait, les vacances ont servi un petit peu de variable d'ajustement. On disait, ouais, bon, ok, vous êtes moins bien payé. C'était ça un peu l'idée. Vous êtes moins bien payé, mais vous avez les vacances. Ouais. Donc si on veut te faire travailler... Vous travaillez moins, donc vous êtes moins bien payé. C'était la logique de ça, c'est voilà. Ce que vous disiez. Et si on veut faire travailler plus les profs, mais il va falloir peut-être repenser aussi ce deal-là et le remettre sur la table. Ce moment où Philippe Vatrelot est presque devenu sarkozyste en l'espace d'un raisonnement. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. J'étais sûr que ça vous plairait. Quoi qu'il en soit, dans un instant, on va accueillir Katia, qui nous appelle depuis son collège, je pense, au 0826 300 300. Bonjour à vous, Katia. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. J'aimerais juste que vous écoutiez. Sud Radio régulièrement, et là, je suis directement concernée, bien sûr, par votre émission. Donc, je voulais juste apporter quelques petites précisions par rapport à par rapport à ce que j'ai entendu. Mais avant, je voulais rebondir sur le travail des profs pendant les vacances. Moi, pendant les vacances de février, par exemple, j'ai passé effectivement une semaine à corriger. J'avais 85 copies à corriger. Voilà. Ouais, 85 copies en français, pendant toutes les vacances de février. Donc vous n'avez pas bougé. Donc, j'ai passé une semaine sur les 2 à corriger. Et bon, après j'avais des cours à préparer. Ça, c'était un peu moins. Mais voilà, c'était juste pour rebondir ce qui venait d'être dit. Ce qu'on ne voit pas. Voilà, ce qu'on ne voit pas. Et le dimanche, en général, le dimanche, je travaille pour la semaine qui suit. Vous préparez quoi alors concrètement? Ça veut dire quoi? Je travaille pour la semaine qui suit, je prépare les cours, je révise. Préparer les cours et puis surtout qu'on a de plus en plus, et ça on n'en parle pas, de tâches administratives. C'est-à-dire qu'en rentrant le soir, on a des mails d'élèves, de parents, de l'administration auxquels on doit répondre. En sortant de cours, on a aussi éventuellement, moi lundi, j'avais 2 rendez-vous avec des parents par exemple, qui s'inquiétaient pour le niveau d'orthographe de leurs enfants. Voilà. Donc on les reçoit, mais on ne peut pas les recevoir avant souvent 18h parce qu'ils ne sont pas forcément disponibles. Donc vous leur répondez, quoi. Vous faites le service après-vente de l'école, en fait, quand vous êtes chez vous, c'est ça? Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses à côté qu'on ne voit pas, qui sont des choses administratives de plus en plus importantes. Des élèves absents, on a les cahiers de texte à remplir, les cours à mettre en ligne, les documents éventuellement qui n'ont pas eu à leur envoyer. Enfin, tout ça, vous voyez, c'est des petites choses qui s'accumulent. Oui. Et quand on parle par exemple de remplacement, moi l'histoire des remplacements ponctuels, je trouve que quelque part c'est très beau sur le papier, mais 1 heure, moi si on me dit ta collègue est pas là, je dis n'importe quoi, de 14h à 15h. Est-ce que tu peux le faire? Vous allez dire quoi? Bien sûr, je vais pouvoir prendre une classe et leur faire un cours de français, ça c'est pas le souci. Mais j'ai d'autres choses à faire déjà pendant cette heure-là, justement, si j'ai 1 heure de trou. J'en profite pour faire mon travail à côté. Donc c'est du travail en plus, concrètement, tout simplement, ce qui est logique. Et puis
c'est surtout que on a beaucoup parlé de chiffres, d'élèves en moins, donc d'un besoin de professeurs en moins, mais on est face à des humains. Donc, je veux dire, les enfants, ils sont habitués à leurs profs, surtout en collège, on a des petits. Donc, ils sont habitués à leurs professeurs. Leur placer comme ça 1 heure avec un professeur qu'ils ne connaissent pas. C'est jamais idéal. Après, ça, c'est une solution d'urgence, parce qu'après tout, quand quelqu'un est malade, on le fait, vous voyez. Voilà. Mais voilà. C'est dans combien de temps votre prochain cours, Katia ? Pour avoir quelqu'un en face. C'est dans combien de temps votre prochain cours, là, de français ? Moi, j'ai cours à 12h30, là. 12h30, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Là, à 12h30, qu'est-ce que je fais à 12h30 ? Je fais les 3 mousquetaires. Ouais, donc super. Étude de texte. Voilà. Étude de texte, Alexandre Dumas. On est tous passés par là aussi. Merci, bon courage, Katia. Juste ce que je voulais ajouter, dont on ne parle pas non plus, c'est que je rebondis sur ce que disaient un de vos invités. Les classes, il parlait des classes qui étaient de plus en plus surchargées. Il faut savoir aussi que dans ces classes, on fait de plus en plus de la pédagogie différenciée. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a énormément d'élèves qui vont avoir des troubles dyslexiques, autistiques, d'attention. Et on a des projets personnalisés à adapter à chacun. C'est du cousu humain en fait, et c'est pas la même façon d'enseigner pour les 30 élèves quand on en a 30. On l'a bien compris. Merci infiniment et bon cours. Extrêmement important. Sur Athos, Porthos et Aramis, en tout cas, que de souvenirs. Katia, vous nous appeliez de la Seine-et-Marne. Nous, on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Le mot de la fin, peut-être pour conclure, parce qu'on arrive au terme malheureusement de cette confrontation. Vous levez le doigt depuis tout à l'heure, vous êtes extrêmement sage, je vous en félicite. J'espère que vos enfants le sont autant à l'école. Grégoire Ancel, président de la FCPE. Pour répondre à votre question du début de l'émission, faut-il sauver l'école ? Nous, on ne dit pas que l'école est en péril et va tomber demain matin. Pour autant, on la regarde avec les yeux d'hier. Et ce qu'on n'a pas entendu hier, avec les déclarations du président, c'est on aurait voulu un geste d'apaisement dans les 100 jours qui viennent sur la non-suppression de ces 1500 postes et l'ouverture d'un chantier de fond sur ce que l'on attend de l'école aujourd'hui, tous ensemble, parents, enseignants, élus, collectivités locales, et qu'on se mette autour de la table pour redéfinir le projet d'école et arrêter de la regarder avec un regard du passé, nostalgique. Elle ne correspond à rien, cette vision. C'est normal d'être nostalgique quand on parle de l'école, puisqu'on est tous passés par là. Un mot avant que Céline Calvez vous réponde, Philippe Vatrelot. Oui. On dit l'école va mal en s'appuyant sur les évaluations internationales. Alors, quand on regarde bien les évaluations internationales, c'est pas tout à fait ça. Le problème de l'école française, PISA le montre très bien, c'est le grand écart. L'école française, elle est bonne pour les très bons et elle est mauvaise pour ceux qui sont en difficulté. Comment ne pas en laisser sur la route ? La question, la vraie question, et que c'est bien gardé d'aborder Emmanuel Macron lundi et hier également, c'est celle de la mixité sociale et de la lutte contre les inégalités. La vraie question, si l'école va mal, c'est là-dessus. Mélanger les élèves de toute extraction sociale. Vous avez un mot, vraiment, Céline Calvez, mais vous aurez le mot de la fin. L'éducation est tellement importante que ça ne peut pas être simplement l'histoire de l'éducation nationale. Et on doit tous s'en saisir, les parents, exactement, mais toute la société. Et je rejoins Philippe Watrelot, la mixité sociale, c'est la meilleure manière pour qu'on puisse faire des citoyens qui comprennent et vivent ensemble après. Et ça, pour le coup, il faudra que les parents soient d'accord. C'est pas le cas de tous les parents, justement, puisqu'en général, ils cherchent le bon collège. On en reparlera de la carte scolaire. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Grégoire Ancel, président de la FCPE, et Philippe Vatrelot, ancien enseignant, auteur de Je suis un pédagogiste. C'est publié chez ESF Sciences Humaines. C'était en 2021. Restez avec nous sur Sud Radio. Midi Actu, juste après le journal de midi, dans quelques minutes. On va continuer à parler de l'école. On va se souvenir de Samuel Paty, on va parler de la laïcité. C'est la polémique du moment, on en parlait ce matin avec Eric Nolot dans le Grand Matin Sud Radio. Est-ce la 3e mort de Samuel Paty ? On vous explique tout juste après le journal.